Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue sur le groupe auteur, blogueur et lecteur Même Passion où je suis heureux encore une fois de vous présenter ce soir un nouvel auteur dans le cadre des éditions rédactives, voilà, donc qui est l'invité exceptionnel. Donc ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Claude Carré. Claude, bonsoir. Bonsoir. Voilà, Bonsoir à toi, bonsoir aux auditeurs, je ne sais pas comment on les appelle. Bonsoir à tous mes amis auteurs, lecteurs, blogueurs, ben justement, hein, c'est le but, voilà c'est la le même nom passion. du site. Voilà. Et très content d'être avec vous ce soir. Eh ben, écoute, merci à toi en tout cas donc d'avoir accepté l'invitation du groupe à venir partager ton univers livresque, présenter tes romans. Je salue toutes les personnes qui sont là ce soir, hein. Je vois qu'il y a Virginie Rioté qui sont là, Senteur Chippy, Talibanière qui est là, Maëlys, voilà, Bonsoir. Sophie Debert qui est là aussi. Bonsoir à vous, merci à vous d'être là. Je tiens à rappeler donc que tu es l'invité donc dans le cadre des éditions rédactives et que ce soir il y a un exemplaire de ton roman. On va avoir l'occasion d'en parler de Chromosome Philadelphie, un témoignage, voilà, à gagner ce soir par tirage au sort. Donc, n'hésitez pas dès maintenant à poser vos questions. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux nous dire qui est Claude Carré? Une vaste histoire, d'abord parce que je suis pas un perdreau de l'année, euh, mais ben, pour faire très simple, je suis un Normand devenu catalan de cœur depuis plus de 30 ans, marié 2 fois, père de 5 enfants, et devenu auteur, je dirais un petit peu par accident. Fait un accident qui me concerne pas, devenu auteur parce que mon épouse un jour a flirté avec un mauvais chromosome, un méchant chromosome, et que il m'est venu à l'idée d'abord de tenir une sorte de journal pendant toutes ces années où elle s'est battue contre cette grave maladie, et puis ensuite l'idée est venue d'en faire peut-être un roman, ce qui fait que aujourd'hui je suis devenu romancier. Chromosome Philadelphie a été mon premier livre édité, et depuis j'en ai écrit quelques autres dont on va parler tout à l'heure, je suppose. Eh bien, bien sûr, on va avoir l'occasion d'en parler avec plaisir. Il y a Talibanière qui nous dit donc enchanté Claude, ravi de te découvrir en live. Donc bonsoir à vous Taïli. Maïlis qui nous dit tu es le dernier auteur à avoir rejoint les éditions rédactives. Exact, exact. J'en suis d'ailleurs extrêmement heureux, d'autant plus que c'était quelque chose qui était en suspens depuis quelques années. Et je suis très très heureux que ça se soit enfin concrétisé, et de belle manière, parce que je trouve que le bouquin est, mon travail à moi, c'était de l'écrire, mais le travail de Maëlys et des éditions rédactives, c'était d'en faire un objet qui soit à la fois beau et agréable à lire. Et je trouve que le pari est réussi. Eh bien, écoute, merci à toi donc, pour cette présentation. Bah, tout d'abord, on voit justement le visuel de ton roman, donc Chromosome Philadelphie, à l'écran. Est-ce que tu peux, avant les premières questions, donc, nous le présenter? Eh bien, vaste sujet. C'est un livre qui parle, d'abord qui raconte une histoire vraie, la mienne, la nôtre, celle de ma famille, et qui parle de la leucémie, enfin d'une forme de leucémie particulièrement grave, puisqu'on ne peut en guérir. Guérison définitive, ça n'existe pas, hein, mais être considéré comme rémission totale et définitive que grâce à une greffe de moelle osseuse. Je dis bien moelle osseuse, à ne pas confondre avec la moelle épinière qui, elle, ne se greffe pas encore. Mais il faut donc un donneur, et c'est pour ça que ça donne un pavé, ce livre, parce que ce donneur, il nous a fallu 5 années pour le trouver, et pratiquement une année de plus pour pouvoir réaliser la greffe, et que Catherine, l'héroïne, la vraie, véritable héroïne de ce roman, s'en sorte. Roman qui n'aurait jamais été publié, je déflore un peu le sujet, mais il n'aurait jamais été publié si jamais Catherine ne s'en était pas sortie.
Donc c'est un roman dont le but est évidemment de faire connaître l'histoire, dont le but avoué est d'inciter les gens qui sont en bonne santé, relativement jeunes, à se porter volontaires pour donner pour un don de moelle osseuse. Je vous expliquerai peut-être tout à l'heure comment ça se passe, mais bon, c'est un petit peu, c'est un sujet un peu médical, mais la chose la plus complexe dans ce qu'on appelle la greffe de moelle osseuse, c'est de trouver le donneur. Et oui, parce que c'est l'aiguille dans une meule de foin, hein, même pas dans une botte de foin, c'est extrêmement compliqué. Oui, bah justement, il y a Tali Bannière qui nous dit « Les épreuves de la vie sont aussi souvent de grands tremplins ». Voilà. Oui. Frédéric Ricard qui pose une première question intéressante, qui demande si ça n'a pas été trop dur d'écrire votre propre histoire. Exactement, ça a été extrêmement difficile, à tel point que je me suis cru obligé d'en écrire une version romancée. Mais cette version romancée, lorsque l'idée réellement a été de le publier, l'héroïne n'a pas aimé du tout, parce que c'était un petit peu casser son histoire à elle, ça ne l'intéressait pas. Et un ami qui avait gros passé dans le monde de la littérature, qui m'a fait la gentillesse de lire les 2 manuscrits, il m'a dit non, abandonne l'idée de mettre des héros imaginaires. Ton héroïne principale et vous, qui êtes les héros secondaires, vous, c'est toute ma famille, ça suffit amplement. D'accord. Il y a Joël qui est là et qui nous dit bonsoir à coucou à vous deux. Virginie Lloyd qui est là aussi. Bonsoir Virginie, ravi que tu sois là. Maëlys qui nous dit Éric Jeuneté aussi qui est là. Donc bonsoir à vous Éric, ravi que vous soyez présent sur ce live. Maëlys qui nous dit que pense Cathy de ce livre aujourd'hui? Alors elle ne peut pas le lire. Elle l'a lu puisqu'elle a été la première correctrice, mais elle le lisait par petits morceaux, donc c'était pas. Mais elle est incapable de le relire entièrement. Il m'a fallu très souvent le reprendre pour le corriger, d'autant plus que toujours sans vouloir déflorer le sujet, mais il y a eu 2 éditions de ce livre. Une première édition il y a 4 ans, 5 ans maintenant. Qui s'est super bien vendu, tellement bien vendu que l'éditeur a disparu de la circulation après. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une nouvelle version aujourd'hui. Mais donc à chaque fois, il y a eu des corrections. Un livre, ça s'écrit, ça se corrige. Après, on le donne à lire à des gens qui suggèrent des corrections. Donc c'est un livre que j'ai écrit plusieurs fois, que j'ai lu et relu peut-être une dizaine de fois au total. Et avec toujours d'ailleurs la même émotion, puisque c'est notre histoire. Donc c'est pas une histoire inventée. L'autre jour, il y avait un auteur sur ce même plateau qui disait que même des émotions qu'il a inséré dans un roman avec des personnages totalement inventés, donc de la pure imagination, même ça, quand il le relit, ça lui fait presque venir la larme à l'œil parce qu'il ressent l'émotion qu'il a voulu faire ressentir au lecteur. Donc c'est très difficile de relire ça quand on en a été la victime. Oui, et justement, quand tu parles d'émotion, ce que je propose aux lecteurs qui sont là, c'est de regarder la bande-annonce qui a été réalisée par les éditions Rédactive, et ensuite tu pourras rebondir sur ce que tu viens de dire, sur les émotions du roman, et en même temps sur les questions des lecteurs qui arrivent en nombre, et il y en a beaucoup, et des très intéressants. Donc on regarde la bande-annonce du roman Chromosome Philadelphie aux éditions Rédactive, et ensuite on continue à poser les questions. Ils vivaient heureux, mais c'était avant. Avant que Cathy ne croise la route du chromosome Philadelphie, l'un des pires meurtriers qu'affrontent les médecins. Ce tueur peut mettre des années avant d'achever sa victime. Pourquoi se presser, puisqu'il gagne presque à tous les coups? Presque.
car pour contrer ce mutant responsable de la leucémie myéloïde chronique, les chercheurs disposent d'une arme redoutable, la greffe de moelle osseuse. Mais trouver un donneur compatible relève souvent du miracle. Cathy l'a attendu tout au long de son combat contre cette forme rare de cancer. Des années où elle a bénéficié du soutien inconditionnel de ses proches, de son époux et de ses enfants, ceux qu'on nomme pudiquement les aidants. Un récit familial poignant, mais sans apitoiement, dans lequel l'humour, la force de vie et l'amour sortent triomphants. Le chromosome Philadelphie de Claude Carré, disponible chez tous les libraires membres des réseaux Electre et d'Illicom, aux éditions Rédactives. Et voilà, donc Chromosome Philadelphie aux éditions Rédactives. Beaucoup de questions. Donc d'abord, merci aux éditions Rédactives pour cette belle émotion et cette belle bande-annonce. Et il y a Tali qui nous demande, est-ce qu'aujourd'hui Cathy arrive à relire le livre? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Je vais me permettre de glisser un petit mot. J'ai un grand merci à dire à Joël, qui a conçu cette bande-annonce. Je crois que c'est même elle qui lit le texte derrière. C'est elle qui a fait tout le montage. On en a parlé un peu ensemble, etc. Mais elle a fait un travail formidable et évidemment, merci à Maëlys, à toute l'équipe qui est derrière elle parce que ils m'ont fait une bande-annonce magnifique. Je vois qu'il y a un invité particulier. La dernière fois, on a réclamé un toutou. Et ben moi, j'amène le mien. Enfin, tout est plus exactement. J'amène mon héroïne et puis notre dernier petit bébé, Maddy, qui sort de chez le toiletteur. Voilà. Catherine n'est pas allée chez le toiletteur, elle est comme ça naturellement. Écoutez, bonsoir à vous. En tout cas, merci de passer nous voir. Justement, beaucoup d'émotions ce soir pendant ce live avec votre témoignage. Et il y a justement Letty Deb qui nous dit, est-ce que l'écriture de ce roman vous a aidé à passer un cap, voire à tourner une page après avoir subi ces terribles épreuves? Est-ce que le roman est prévu comme une exutoire? Alors, c'est pas prévu comme tel, mais c'est une forme d'exutoire. Ça l'a été surtout quand j'écrivais au jour le jour. Je dirais il y a deux grandes parties dans ce livre. Il y a l'avant la greffe et ensuite il y a la greffe. Et la greffe, c'est vraiment un journal et je l'ai écrit comme un journal, c'est-à-dire que tous les jours ou presque, j'écrivais ce qui s'était passé. Et comme c'était toujours des moments extrêmement difficiles, parce qu'une greffe de moelle osseuse, c'est quelque chose de très compliqué, c'est horriblement complexe et à expliquer et sont déroulés, il y a plein d'incidents plus ou moins graves. Et donc, j'étais, après chaque visite, pratiquement dans un état pitoyable. Je dis d'ailleurs dans le bouquin, heureusement, j'ai arrêté de fumer il y a 20 ans, mais heureusement que lorsque je sortais de l'hôpital, à la sortie de l'hôpital, vous avez toujours une dizaine de gens malades qui sont hospitalisés et qui sortent des fois sur la chaise roulante pour fumer leur clope. Comme quoi c'est vraiment un poison dont on peut pas se passer. Et je dis dans le bouquin, heureusement qu'à certains moments, il n'y a pas un de ces gars qui m'a pas tendu un paquet de cigarettes parce que je crois que je l'aurais prise. J'aurais pris la cigarette tellement c'était éprouvant. Alors le fait de l'écrire, ça me permettait par exemple, je le dis d'ailleurs dans le livre, d'insulter ce salopard de Chromosome Philadelphie qui voulait tuer ma femme, quoi. Oui. En tout cas, merci à toi. Et justement, j'ai vu une question intéressante tout à l'heure, j'arrive pas à la retrouver, qui demandait aujourd'hui comment ça se passe justement pour les personnes qui veulent donner, faire un don de moelle osseuse. Comment ça se passe? Est-ce que toi qui as été justement concerné, est-ce que tu pourrais donner quelques conseils aux personnes qui nous regardent ce soir? Alors, comme la recherche est très compliquée, parce que pour faire très court, il s'agit de trouver une sorte de jumeau, mais pas un jumeau par la qualité du sang, Rhésus, etc. Non, quelqu'un dont les globules blancs ont appris à lutter contre les mêmes virus ou maladies que vous.
C'est-à-dire que, bon, par exemple, des gens qui vivent en Afrique vont difficilement devenir compatibles avec des gens qui vivent en Europe parce qu'on n'a pas affaire au même virus, aux mêmes microbes, etc. C'est une compatibilité, à chaque fois je bute là-dessus, compatibilité sur les qualités des défenses immunitaires. Donc, les gens qui ont plusieurs frères et sœurs ont logiquement, alors c'est une histoire de statistique, une chance sur 3. Vous êtes 3 frères et sœurs, logiquement, il y a une chance sur 3 d'avoir quelqu'un de compatible. Catherine avait un frère et une sœur, ils n'étaient pas compatibles. Ensuite, c'est un individu pour 1 à 2 millions de personnes testées. Donc, tu imagines les difficultés, il faut tester énormément de gens pour pouvoir trouver, l'entonnoir est énorme et en bas, il y a un tout petit trou. Et donc, pour être donneur, il suffit d'aller à son centre de transfusion sanguine, subir une petite prise de sang, de rien du tout, et ils vont faire toutes les analyses de leur côté. Et à partir de ça, on va vous coller dans un fichier qui est international, parce que ça peut être des Allemands qui sauvent des Français, des Belges qui sauvent des Espagnols. Les fichiers sont croisés justement pour donner plus de chances aux malades de trouver un donneur. Donc, en fait, on devient donneur simplement après cette prise de sang, mais on peut bien ne jamais être appelé parce que c'est aussi un miracle qu'une personne qui ait exactement les mêmes défenses immunitaires que vous ait cette maladie. Heureusement, il n'y en a pas des millions, il y a des milliers de malades, mais pas des millions. Oui. Donc, là, par exemple, je viens d'emménager à Vinça, j'ai fait connaissance du pharmacien et le pharmacien m'a dit, moi, je suis dans le fichier d'honneur, mais on m'appellera plus parce que j'ai 70 ans, maintenant je suis trop vieux. Il y a une limite d'âge, hein, il faut évidemment être en bonne santé, il y a une limite d'âge, c'est comme pour le don du sang, faut avoir une assez bonne santé. Et comme je dis dans le livre, si un jour vous êtes compatible et qu'on vous appelle pour donner votre moelle, eh ben vous allez devenir un héros des temps modernes parce que vous allez pouvoir sauver une vie en subissant une petite anesthésie de quelques minutes puisqu'on ponctionne la moelle dans un os plat. Et on peut pas. Chez les malades, on le fait accru, sans anesthésie générale. Parce qu'ils en subissent tellement souvent que on ne peut pas leur faire autant d'anesthésie générale que ça. Mais chez un donneur, évidemment, on va lui faire ça sous anesthésie générale et il aura un petit point douloureux pendant quelques heures. Un point, c'est tout. Voilà. Eh bien, écoute, merci à toi donc pour cette entre guillemets de rappel très important. Puisque justement, Maëlys nous demandait s'il y avait un fichier où s'inscrire. Hein, donc, tu viens partiellement d'y répondre. On le fait en allant se donner ces quelques gouttes de sang. D'accord, voilà, donc le fichier du sang. Joël qui nous dit, tu parles beaucoup du rôle des aidants, on n'en sort pas indemne. Comment as-tu vécu le après? Alors d'abord, les aidants, il est important d'en parler. On le fait depuis peu. Ça fait que 3 ou 4 ans qu'on a des statistiques même là-dessus qui prouvent que beaucoup d'aidants meurent avant la personne aidée. Tellement c'est un rôle qui est dur physiquement, psychologiquement parlant, c'est épuisant, en particulier sur les maladies type Alzheimer, etc., où il n'y a jamais de repos. Et je dirais pour faire simple, on commence à se rendre compte qu'il faut aider les aidants, c'est-à-dire les soulager de temps en temps, prendre éventuellement le malade dans un centre pour que la personne puisse se reposer un peu, etc., etc. Après, quand on est dans la guerre, je compare un peu le combat de Catherine, c'est un ring, hein, elle s'est battue toute seule contre le chromosome et les aidants, on est là derrière, c'est comme les soigneurs qui sont autour, qui tendent l'éponge, etc. Tant qu'on est dans la lutte, on ne se rend pas compte que ça peut nous atteindre. C'est effectivement après qu'on peut avoir un contre-choc. Encore que moi, Cathy a été sauvée, donc il y avait tellement de bonheur, de joie, de plaisir derrière tout ça que
Par contre, la malade, elle, ça peut paraître un détail, mais et je l'ai vu chez beaucoup d'autres malades avec qui j'ai discuté. Le malade qui a été entouré, bordé, suivi minute après minute, et dans la bulle, c'est encore pire, parce que la greffe, ça se passe dans une bulle, on est isolé de tout le monde, on est H24, étudié, et quand on est lâché dans la nature, alors que le malade veut être lâché dans la nature, hein, il a envie de sortir, mais quand il se retrouve à la maison et confronté aux problèmes de la vie courante, des problèmes qu'il ne gérait pas auparavant, d'un seul coup, il a ce regret un petit peu de l'impression d'avoir été abandonné par les médecins. Et là, à nouveau, l'aidant doit encore intervenir pour dire, mais bon, t'as plus besoin des médecins. Merci. Je voyais la question de Maëlys, c'est pour ça qu'effectivement il y a eu ce petit blanc. En tout cas, je salue donc toutes les personnes, hein, qui nous rejoignent. Je vois que Jessica New Life est là, Bibicha Bibiche est là. Donc bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je rappelle, hein, que dans le cadre des éditions rédactives, hein, une maison d'édition donc créée par Maëlys Père, hein, que nous aurons l'occasion de recevoir le 26. Nous recevons donc Claude Carré qui a écrit donc un témoignage très émouvant, Chromosome Philadelphie. D'ailleurs, tiens, avant de passer, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est ce chromosome? Alors, j'ai pas les chiffres en mémoire. Je vais faire des gestes. Je vais vous l'expliquer exactement comme un hématologue particulièrement spécial nous l'a expliqué, parce qu'il a commencé par nous asséner des mots scientifiques auxquels on n'a évidemment rien compris. Nos cellules se reproduisent. Elles vieillissent, il y a des cellules qui meurent, etc. Et puis elles se reproduisent. Et pour se reproduire, elles se divisent en deux. Donc il n'y a qu'à imaginer qu'une cellule, c'est un peu comme une main, et que les phalanges sont les chromosomes. Et donc quand la cellule se divise, normalement, on a deux cellules identiques, deux nouvelles cellules identiques, enfin, au lieu d'une au départ. Et dans une division cellulaire particulière, il y a deux chromosomes qui se sont associés et qui ont fabriqué un chromosome déviant. On va dire le mot un débile, un malade mental. Et comme le rôle, ça se passe dans la moelle osseuse, hein, comme le rôle de la moelle osseuse, c'est de fabriquer tous les éléments de notre sang, globules blancs, globules rouges et plaquettes, eh bien, ce chromosome Philadelphie, qui est un gros couillon, quoi, il va ordonner à la moelle de fabriquer des globules blancs, mais des globules blancs qui sont incapables d'apprendre leur métier. C'est-à-dire qu'ils sont incapables d'apprendre à lutter contre les virus, les microbes, etc. Alors, par contre, il a un énorme défaut, c'est qu'il prend la place de tout le reste. C'est-à-dire que du coup, il n'y a plus assez de place pour les plaquettes, il n'y a plus assez de place pour les globules rouges, et il n'y a plus assez de place pour les globules blancs intelligents. Et donc, le malade, petit à petit, perd ses défenses immunitaires. C'est un peu comme le sida, hein. C'est un parallèle un peu rapide, hein, mais c'est un peu comme le sida, c'est-à-dire que le malade va voir ses défenses immunitaires diminuer, voir son oxygénation, puisque c'est les globules rouges qui amènent l'oxygène un peu partout dans le corps, ça va diminuer. Les plaquettes vont diminuer, donc il aura des hémorragies qui s'arrêteront moins facilement, la plaquette étant destinée à coaguler le sang quand on a une hémorragie. En fait, ce chromosome Philadelphie est un chromosome déviant qui provoque un désordre tel dans la fonction de la moelle, la fonction de base de la moelle qui est de fabriquer le sang, que la personne va mourir parce que son sang n'aura plus les mêmes qualités que celles qu'il devrait avoir. Bah, merci à toi. Et justement, il y a Maëlys qui nous dit: pourquoi as-tu choisi de glisser une certaine légèreté dans ce texte plutôt que de vouloir apitoyer? Eh ben, la réponse est un petit peu dans la question, Maëlys. C'est-à-dire que il y a des passages qui sont tellement difficiles que si on met pas de temps en temps des pauses
et même pour l'auteur, raconter, faire une litanie permanente de choses difficiles, de pleurs, de larmes, et Dieu sait s'il y en a eu. Tu vois, rien que d'en parler, ça me trouble un petit peu. Et ben, il faut glisser des petites blagues, des petites blagounettes. Juste une toute petite. Je parle dans le livre, et tu le sais, tu l'as lu certainement plusieurs fois. Je parle d'un jour où nous avons fait, pendant que Catherine était à l'hôpital et qu'elle subissait une greffe, je rappelle, de moelle osseuse. Et ben, ma sœur qui était chez nous nous a préparé un pot-au-feu. Et dans le pot-au-feu, on mange les os à moelle. Et évidemment, j'ai écrit en faisant une sorte de pirouette, en disant qu'on a eu quand même un petit moment de recul quand on s'est régalé avec cette moelle tartinée sur un toast avec un peu de moutarde, du sel, du poivre. Enfin, je vous dis pas, c'est un vrai régal, c'est vrai, si on n'a pas peur du cholestérol. Mais voilà, c'est ce petit moment, glisser une petite recette de cuisine au milieu de 2 visites à l'hôpital, ça permet d'évacuer un peu certaines difficultés. Ouais, en tout cas, merci à toi. Et justement, il y a Jessica qui nous dit je connais très bien les pathologies génétiques et d'ailleurs la superbe couverture, donc voilà, réalisée par la graphiste de Rédactive, que nous aurons la chance de recevoir, qui est Alexandra Père. Donc, si ça vous intéresse, voilà, elle sera avec nous donc ce samedi à 10h. Elle viendra donc nous parler de son métier d'infographiste. On la voit encore à l'écran. Et ça reprend un petit peu ce que tu viens de dire, ces chromosomes-là qui se lient les uns entre les autres. Ouais. C'était une idée de Catherine. On s'est posé la question justement. Qu'est-ce que Maëlys nous avait demandé? Est-ce que vous avez des idées et c'est Catherine qui a dit. On avait vu passer, je sais plus, sur un article, on avait vu des photos de chromosomes et on s'est dit c'est vachement beau en fait. Il y en a qui sont très très jolis. Il y a des couleurs, on croirait des tableaux d'art contemporain. Et on a donc suggéré cette histoire de chromosomes et ensuite c'est Maëlys, Alexandra, enfin toute l'équipe formidable de Rédactive qui a bossé sur la couverture et qui nous a proposé ça et on était emballés. C'est vraiment l'objet magnifique déjà. Pour un auteur, c'est un second plaisir. Le premier plaisir, c'est d'être édité, puis ensuite que le bouquin soit joli. Oui, en tout cas, il est très, très beau. Et en tout cas, merci à toute l'équipe de Rédactive pour ce merveilleux travail. Et d'ailleurs, on aura la chance, je le répète, de recevoir donc Alexandra samedi. Jessica qui nous dit « Restez positif, c'est important, je valide malgré le combat ». Voilà, donc merci à vous Jessica. Et Virginie Lloyd qui nous dit « Ce live est passionnant, merci beaucoup ». Merci à vous tous et à vous toutes d'être là. Je rappelle qu'il y a un exemplaire à gagner ce soir, donc n'hésitez pas à poser vos questions à Claude, qui, vous l'avez vu, est très gentil et répond vraiment à toutes vos questions. D'ailleurs, combien de temps ça t'a mis pour écrire ce livre ? 3 ans. C'est énorme. 3 ans parce que j'en ai fait, tout à l'heure je le disais, j'en ai fait 2 versions. Il n'était pas au départ question forcément de le publier. Quand l'idée a été de le publier, je l'ai soumis à des éditeurs qui m'ont répondu ou pas. D'ailleurs, bon. Et il a fallu que je fasse que je pique un coup de gueule sur Facebook parce que quelques éditeurs me répondaient quand même le sujet n'est pas porteur. Bon, alors évidemment ça m'a mis en colère parce que à ce moment-là, au même moment, il y avait un chanteur connu d'un groupe qui avait eu une leucémie. Je dis une petite leucémie parce qu'il y en a qui sont plus ou moins graves, plus ou moins dangereuses. Bon, il avait fait un petit séjour à l'hôpital et il en avait profité pour écrire un bouquin là-dessus. Mais comme il était connu, qu'il avait déjà publié un bouquin, je crois, auparavant, lui, évidemment, s'est sorti tout de suite chez une grande maison d'édition parisienne. Et il se trouve qu'à l'époque, j'étais abonné à un journal, le Nouvel Observateur, pour ne pas le citer, qui publie les résultats des ventes. Toutes les semaines, on a les ventes, les meilleures ventes. Et le bouquin de ce garçon qui racontait exactement la même chose que moi, s'était vendu déjà à, je crois, 20 000 exemplaires en quelques mois. Et donc, j'ai piqué une colère en disant est-ce que les éditeurs qui me refusent mon bouquin, est-ce qu'ils lisent vraiment le livre? Et en piquant cette colère sur Facebook,
j'ai une personne qui m'a contacté en me disant ben moi je suis éditrice et je veux bien lire votre livre. Elle l'a lu, elle l'a publié. Il a eu un très beau lancement et manque de bol, après avoir vendu les 2000 premiers exemplaires, l'éditrice a disparu. Aïe. Bon. Aïe. Il aurait dû peut-être suivre la trajectoire de son collègue, mais et j'espère qu'avec l'édition qu'on vient de ressortir, on va enfin retrouver le nombre de lecteurs qu'on aurait dû avoir à l'époque. D'autant plus, j'ajoute que on a fait un travail spécial avec Maëlys, c'est-à-dire qu'on a remis le livre dans son texte intégral. Et que j'y ai ajouté, en particulier à la fin, il y a un chapitre qui n'est pas écrit par moi, qui est écrit par Catherine. Catherine a tenu à adresser un courrier virtuel à son donateur, à son sauveteur, à l'homme qui, on sait que c'est un homme, on sait que c'est un homme et que c'est un Parisien. C'est la seule chose qu'on sait puisque c'est anonyme, on ne saura jamais son nom et lui ne saura jamais si la personne pour qui il a donné a été sauvée. Donc, Catherine a écrit quelques pages pour le remercier de lui avoir permis de gagner, d'avoir une nouvelle vie, une seconde vie, de revivre. D'accord. Bah, en tout cas, merci à toi, Claude. Je lis en même temps tous les commentaires qui arrivent, donc beaucoup de gens voilà, qui te remercient pour ce témoignage. Je te pose pas la question, effectivement, si tu veux nous lire un extrait. Tu me disais tout à l'heure, effectivement, que ça te donnait une certaine émotion. Donc voilà. J'ai trop de mal. Ou je lirai quelque chose qui n'a aucun intérêt, et si je suis sur une page qui est marquante, j'arriverai pas à finir la page. J'ai vraiment beaucoup de mal. Et j'ai un peu cette hypersensibilité, même dans mes autres romans. Il y a des moments où je fais passer certaines émotions, et même en relisant ce que moi j'ai écrit à partir de personnages que j'ai complètement imaginés, et ben je suis touché par j'ai les mêmes frissons. Les débuts de larmes dans les yeux, quoi. Ouais, donc c'est pas le but, on n'est pas là pour pleurer, on est là pour passer un bon temps. En tout cas, merci à toi. Je rappelle que le livre est disponible donc dans toutes les librairies. Il y a le lien un petit peu plus haut si vous souhaitez vous procurer ce roman, en rappelant quand même de tenter votre chance, puisqu'il y a un exemplaire à gagner ce soir, et que vous pouvez aussi retrouver l'ensemble des livres de Claude donc sur le site de Redactive, dont le lien est un petit peu plus haut. Justement, il y a Maëlys qui nous demande, est-ce que tu peux nous parler donc de tes autres livres? Justement, est-ce que tu peux donc nous parler un petit peu de ton univers livresque? Alors, d'abord, l'univers livresque, il a démarré tardivement, puisque en fait, j'ai commencé à écrire au moment où j'allais prendre ma retraite, quoi. Donc, ça fait maintenant une dizaine d'années que j'écris. J'ai passé beaucoup de temps sur Chromosome, je disais tout à l'heure, pas loin de 3 ans. Mais ensuite, à partir du moment où j'ai mis le mot fin, c'était pas la fin définitive puisque derrière il fallait encore le retravailler, mais à partir du moment où j'ai tellement pris l'habitude d'aller sur le clavier pour taper, je fais mine de taper avec tous les doigts, je vous rassure, je ne tape qu'avec ce doigt-là. J'écris des milliers de mots avec un doigt. Je suis un champion de l'ordinateur. Ce qui est assez magnifique, c'est que pendant toute ma vie, j'ai eu envie d'écrire. En me disant, tiens, et puis je prenais un bout de papier, un stylo, puis j'écrivais 3 mots, puis plus rien. C'est-à-dire que la page blanche, je l'avais avant même d'avoir commencé à écrire. Et à partir du moment où j'ai fait pratiqué cette gymnastique de se mettre tous les jours pour écrire des pages, des fois 3 pages, des fois un chapitre, des fois 3 lignes, ça devient une telle habitude que je me suis retrouvé, j'utilise toujours cette expression, comme une femme qui a accouché et qui se sent, excusez-moi le terme, vide. J'ai eu 5 enfants, enfin mes 2 épouses m'ont donné, la première un enfant, la deuxième 4. À chaque fois, elles ont eu cette expression en disant, après ces 9 mois, le bébé n'est plus là et il y a une sensation bizarre. Pour l'écrivain, je pense que on a mis le mot fin et d'un seul coup, j'ai plus rien à écrire, et aussitôt, le cerveau, il est pas couillon finalement, il prend le relais et puis il vous glisse un sujet. Et donc, à chaque fois que j'écris le mot fin sur un bouquin, à chaque fois, il y a une idée de roman qui vient derrière. Donc,
après Chromosome Philadelphie, j'ai écrit 3 romans. Enfin, un roman en 2 tomes qui s'appelait Le Canard au sang, qui est sorti en 2 tomes. Mais vous allez dire que j'ai des problèmes avec mes éditeurs, mais bon, je me suis rendu compte que j'avais affaire à quelqu'un qui n'était qu'une boîte à lettres et donc qui était incapable d'assurer la survie du livre, la vente, etc., etc. Donc je lui ai retiré le contrat et ces 2 livres qui représentaient Le Canard au sang vont ressortir, on l'espère. J'ai travaillé dessus, on a travaillé dessus, je l'ai proposé à Maëlys qui m'a dit peut-être. C'est en suspens, mais j'espère bien arriver à la convaincre de le sortir parce qu'on a beaucoup travaillé dessus et on en a fait un seul roman, et non pas 2. À la suite de ça, j'ai écrit, là je me suis lâché, je me suis amusé à écrire un polar érotique. Bon, faut bien que jeunesse passe. Hein. J'ai imaginé une histoire, mais qui est un peu dans l'air du temps, puisque il s'agit de l'histoire d'un criminel sexuel qui meurt, et l'enquête policière va essayer de déterminer qui a zigouillé cet infâme bonhomme. Sachant que la plupart des personnes qui l'ont connu, qui ont vécu avec ou qui ont travaillé pour lui, avaient tous d'excellentes raisons pour le zigouiller. Et donc, ça a donné l'histoire policière. Et pour ceux qui connaissent les romans policiers, je l'ai écrit à la façon de Paula Hawkins, qui écrit des romans où elle fait intervenir les personnages chacun leur tour. Ça donne un livre un peu particulier, puisqu'à chaque chapitre, le récitant change. Donc c'est un bouquin qui commence à vivre sa petite vie et qui me plaît bien. L'histoire se passe dans les Pyrénées-Orientales, chez moi maintenant. Et on voit le visuel à l'écran. Donc ce roman dont tu parles, c'est la petite plage de l'horreur. Voilà, petite plage de l'horreur. Alors le côté coquin, et ça se devine quand on regarde la couverture, qui a été faite par une artiste perpignanaise, j'ai 2 héroïnes qui ont tendance à multiplier les partenaires, mais des 2 sexes, quoi. Voilà, elles sont ouvertement bisexuelles. C'est assez rigolo à écrire pour un homme. On peut y glisser tous ses fantasmes. Mais, il en faut, hein. Et j'écris actuellement non pas une suite, mais une nouvelle aventure avec les mêmes personnages, en mettant un petit peu moins de sexe, et un peu plus d'histoire macabre. J'écris une nouvelle histoire, elle est pratiquement terminée, et j'ai encore un autre manuscrit qui est terminé, mais à complètement reprendre. Donc j'ai encore 2 autres livres qui sont sur la liste, non pas à lire, mais à terminer. D'accord, écoute, merci beaucoup. Alors, je vois des questions qui circulent beaucoup sur les disparitions des éditeurs. Donc, il y a effectivement Maëlys. Je confirme que Maëlys Père, donc directrice des éditions rédactives, sera avec nous donc le 26 à 18h pour nous présenter donc les auteurs qui n'ont pas pu venir forcément dans le cadre du mois rédactif ce mois-ci. Donc, puisque Jessica nous disait j'ai contacté Maëlys, récit de vie également en lien avec ma pathologie, avec d'autres belles surprises à l'intérieur. En tout cas, bravo, bravo. C'est important de mettre des mots sur ces mots, d'accord, en 2 mots. Laisser une trace pour nos lecteurs est une belle expérience. Voilà, donc Maëlys sera avec nous. Lady Deb qui nous pose une question. Êtes-vous également lecteur, cher Claude? Si oui, avez-vous des préférences en termes de style littéraire? Alors, c'est... La question à pas me poser. Alors déjà, je suis un enfant des Lagarde et Michard. Pour ceux qui ont un certain âge, c'était l'étude de la littérature siècle par siècle. Je crois que c'est resté en vogue jusqu'aux années 80 à peu près. Ça veut dire que, et comme j'étais un très gros lecteur,
Mais il faut dire qu'on n'avait pas la télé, on n'avait pas les ordi, on n'avait pas tout ça. Donc, un petit bouquin de poche, ça faisait la soirée. Hein. Et donc, j'ai dû lire les 1000 premiers bouquins qui sont sortis en livre de poche. J'étais en plus fils d'enseignant, enfin surtout d'une enseignante qui a dû lire pratiquement un livre par jour de toute sa vie. Elle est morte à 73 ans, vous pouvez faire le calcul. C'était une lectrice, elle lisait tout, de tout. Et elle nous autorisait tout. Donc, j'ai lu énormément, et puis petit à petit, après, j'ai un peu sélectionné, parce qu'après, puis la télé est arrivée, etc. Mais sinon, j'aime évidemment toujours les grands auteurs du 19e, et je commence à essayer d'en relire, que j'ai lu trop jeune. J'adore les polars. J'adore les polars. Bon, j'ai commencé beaucoup par les anglo-saxons. Aujourd'hui, je suis maintenant plus sur les norvégiens, suédois, bon, toutes les affaires Millennium, Camilla Läckberg, dont j'ai tout lu parce que j'adore cette nana. Elle est extraordinaire comme auteur de polar, enfin de thriller plutôt. Et puis, une collection que je conseille à tout le monde. C'est parce que c'est pas cher et puis c'est une mine d'or. C'est la collection 10-18 Grands Détectives parce que pratiquement c'est comme dans le cochon, tout est bon. J'ai rarement eu un auteur inintéressant. En plus, c'est un excellent alibi pour ceux qui ont des complexes de lire des romans policiers parce que le 10-18 Grand Détective, vous êtes dans un milieu différent, vous êtes dans une année différente. On peut être en Angleterre, on peut être chez les Mormons, on peut être chez les Juifs avec les rituels de juifs. On peut se retrouver en Australie, en Asie. Donc on apprend toujours quelque chose et en plus. Et puis alors il y a d'excellents auteurs là-dedans, y compris par exemple quelqu'un qui est considéré comme un philosophe en Italie qui vient de mourir, je crois, Camilleri, Andrea Camilleri, dont je conseille la lecture à tout le monde. Son héros, c'est le commissaire Montalbano. C'est excellent, bien meilleur que la série policière qu'ils en ont faite, mais il n'y a rien acheté. 10-18 Grands Détectives. Je la conseille à tout le monde. Et puis sinon, il y a les romans. J'ai découvert, grâce à Maëlys, plusieurs auteurs. Sébastien Théveny, pour ne pas le citer. Quelqu'un dont le nom m'échappe, mais Maëlys le retrouvera, qui est arrivé d'Europe de l'Est et qui a fait tout un trip pour arriver en France, qui a publié 2 livres chez elle. Dragan... Voilà, quelque chose. Le nom m'échappe, mais j'ai lu son premier bouquin. J'ai pas encore lu le deuxième. Et puis j'ai tous les autres de mes collègues de toute la team rédactive. J'ai une palle comme ça de livres à lire. Et puis en même temps, je fais des salons. Je vais sur beaucoup de salons et à chaque salon, comment dire, je fais la connaissance de mes voisins. Si on sympathise, on finit par s'échanger les bouquins et par correction, j'essaie de les lire. Et c'est d'ailleurs un peu comme ça que j'ai rencontré Maëlys. C'est au cours d'un salon, voilà. Vous n'avez pas posé la question, mais je sais qu'il y a toujours une anecdote. Il y a... Oui. On allait y arriver. Je vois que vous êtes un fidèle spectateur des lives, justement, puisque tous les auteurs rédactifs ce mois-ci ont dû venir nous raconter une petite anecdote, que ce soit avec Maëlys ou les auteurs de rédactifs. Donc, la question, je la pose ce soir. Cher Claude, quelle est votre anecdote? Il y en a 2. La première, les 2 concernent Maëlys. Hein. La première, c'est que quand ce livre est sorti, ce livre, Chromosome Philadelphie, quelques mois après sa sortie, j'ai fait je crois, un de mes tout premiers salons dans un village du coin qui s'appelle Sainte-Marie, et j'avais comme voisine une charmante jeune femme. Pour moi, c'est une jeune femme, vu mon grand âge, et qui, à un moment, a profité que je m'étais absenté 30 secondes de mon stand, et quand je reviens, je vois qu'elle avait emprunté un de mes bouquins. Je dis, quand même. Elle me dit, est-ce que je peux y jeter un coup d'œil? Oui, mais pas de problème, au contraire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Maëlys était venue pour vendre. Elle démarrait tout juste sa maison d'édition. Je crois qu'elle avait 2 ou 3 livres.
à présenter. Et je crois qu'elle a passé plus de temps à lire mon bouquin qu'à vendre les siens. Et comme ce salon durait 2 jours, au bout du 2e jour, elle m'a dit textuellement, je ne sais pas si elle a dit putain, mais elle m'a dit qu'est-ce que j'aurais aimé l'éditer ce livre. L'anecdote, elle est là, c'est que quelques années plus tard, quand j'ai su qu'elle avait sorti une collection poche, je lui ai dit et alors et si on le faisait ce pari là, ce deal, si on le ressortait Chromosome, parce que j'ai plus d'éditeur, et elle me l'a gentiment édité. Et la deuxième anecdote, c'est que quand le livre est sorti, j'avais un salon et on avait mis une date butoir, etc. Et Maëlys m'avait promis que j'aurais quelques exemplaires de mon bouquin pour le salon. Et donc, la veille du salon, elle met un message à mon épouse en lui disant « Tu peux dire à Claude, normalement, le livreur sera chez vous vers 17h. » Et effectivement, à 17h, le livreur a sonné. Je suis allé ouvrir la grille, à l'époque j'étais encore à Perpignan, et qui j'ai vu en face de moi? Maëlys. Le livreur, c'était Maëlys, et je connais pas beaucoup d'éditrices qui fait 250 km pour aller porter un carton de livres à son auteur, pour la simple et bonne raison que le salon ayant lieu le lendemain, si elle l'avait donné à un transporteur, je l'aurais jamais eu. Ça, c'est Maëlys Père, c'est une personne exceptionnelle. En plus d'être une femme absolument remarquable, c'est une éditrice qui a un cœur comme ça et que tous ses auteurs adorent. Eh ben, justement, c'est ce que j'allais dire, hein, quand on l'a dit, hein, pour ceux qui nous rejoignent, que sur l'ensemble du mois de février, les auteurs de Rédactif sont mis à l'honneur et que nous allons terminer justement le 26 avec Maëlys. Donc, encore une fois, on remarque, hein, sur l'ensemble des lives, que ça soit avec Séraphine Matin, Sébastien Théveny, Jacques Laurent Amar, Tali Banière, qui est venu aussi avant les fêtes. On remarque qu'en fait, vous êtes une famille. Hein, c'est pas une maison d'édition où chacun fait son travail de son côté. Vous êtes avant tout une famille. Et c'est vraiment très, très, très intéressant. Et vraiment, merci beaucoup pour cette bonne humeur. Ouais. C'est le cadeau bonus, ça. Le cadeau bonus, il y a l'édition, et puis le cadeau bonus, c'est l'équipe d'auteurs dans laquelle on rentre et on a vraiment l'impression de rentrer dans une fratrie. Tout le monde se soutient, tout le monde, je l'ai vu même au cours de ces lives que j'ai suivis, j'ai vu tous les copains et les copines qui interviennent et qui soutiennent la personne. Moi-même, elles m'ont soutenu parce que j'avais un peu les pitouilles, comme on dit, hein, j'ai pas trop l'habitude d'être dans l'ordi. Tu te débrouilles très bien en tout cas. Et voilà, effectivement, comme tu le dis, il y a Maëlys qui est là, il y a Joël, il y a Tali, j'ai cru apercevoir tout à l'heure Séraphine qui est là aussi. Donc vraiment, vous êtes une belle famille et c'est vraiment un plaisir de vous recevoir et c'est surtout un réel plaisir de vous mettre à l'honneur et de vous faire connaître. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, chers amis, à cliquer sur le lien de Rédactif qui est dans la description un petit peu plus haut pour aller découvrir cette maison d'édition. Exactement. Il y a une question de Tali, alors qu'on vient d'atteindre pratiquement les 50 minutes de live, encore une ou deux questions. Il y a Tali qui nous dit, tu pars désormais sur l'écriture du polar ou est-ce que tu écriras peut-être dans d'autres catégories? En sachant que Maëlys nous dit effectivement qu'il y a de très belles plumes chez 10-18 et qu'elle nous invite à aller les découvrir. Donc, est-ce que tu te mets sur du polar ou est-ce que tu vas t'orienter vers d'autres styles encore? Alors, j'ai fait un rêve. Je ne sais plus quel est le texte qui commence comme ça, mais j'ai fait un rêve. Pour l'instant, je vais dire que je suis un petit écrivain. Je suis extrêmement modeste. Je me considère plus comme un auteur qu'un écrivain. Un écrivain, pour moi, c'est quelqu'un qui vit de sa plume, qui a 10 ans, 15 ans, 20 ans de travail littéraire. Alors, c'est vrai que je rêve de sortir un jour un livre qui soit le chef-d'œuvre. Pas forcément en termes de vente, c'est pas une histoire de dire de rentrer dans le hit parade, mais de sortir un livre dont des grands littéraires pourraient dire chapeau, c'est bien écrit, c'est intéressant, etc. Mais j'ai un peu peur excusez-moi du terme, d'être chiant. Parce que c'est pas trop. J'aime lire des beaux textes. Alors je me régale, hein, la poésie, je lis de tout, je lis des textes fantastiques, je me régale en relisant des grands classiques. Mais quand j'écris moi,
Et d'ailleurs, c'est ce que me disent mes lecteurs quand j'ai la chance d'en rencontrer. Ils me disent, c'est marrant parce que maintenant que tu parles avec moi, t'écris comme tu parles. Et bah, si j'écris comme je parle, je ferai jamais des romans comme je serai jamais Chateaubriand, quoi. Voilà. Donc, bah, les polars, c'est un art mineur peut-être, mais encore que. Je vous dis, lisez les Camilleri, lisez les 10-18 grands détectives. Il y en a qui touchent. Même question écriture, ça a beau être des polars, c'est pas de la petite bibine comme on dit. Hein. Eh ben, écoute, des auteurs à découvrir hein, sur conseil donc de Claude, sur conseil de Maëlys, n'hésitez pas. Et il y a justement Joël qui nous dit tu es excellent Claude sur ce live, c'est un réel plaisir de t'entendre. On te souhaite Claude, nous dit Ali, de sortir un jour le grand chef-d'œuvre. Et justement, comment te sens-tu maintenant que tu es en direct? Est-ce que la peur est toujours là? Non, plus du tout. Alors, voilà, c'est le stress, c'est le trac des comédiens un petit peu. Mais c'est vrai que ma vie, j'ai passé ma vie à parler avec des gens en fait, parce que j'ai été soit commerçant, soit représentant, et donc à parler avec des gens, à essayer de les convaincre, évidemment. Et puis, quand on est commerçant, il faut aussi savoir écouter ce que les gens vous disent. Et donc, c'est aussi quelque chose qui a nourri mon imagination parce que j'ai été 10 ans, je suis un littéraire dévoyé, hein, je m'en excuse à l'avance. La fac de lettres, je l'ai abandonné pour devenir patron de bar et de pub et de restaurant. Donc, j'ai fait ça pendant 10 ans et je peux vous dire que ça a nourri ma fonction de psychologue de comptoir. Donc j'ai rencontré des gens. Donc en fait j'aime les gens, j'aime parler avec les gens et c'est vrai qu'à partir du moment où le dialogue s'instaure, après je suis plus du tout gêné. Je dois même faire attention de ne pas devenir trop trivial, trop comment dire, utiliser un vocabulaire un peu trop imagé. Écoute, merci à toi. Écoute, on atteint pratiquement l'heure de live. Il y a juste une dernière question que je souhaiterais te poser, qui est une question intéressante de Quira. Bon, tu as partiellement répondu, mais bon, il y a peut-être une question qui revient assez souvent. Pour toi, quelle est la différence entre un auteur et un écrivain? Pour moi, l'auteur, c'est celui qui crée, c'est celui qui imagine. Et puis, en écrivant, il va devenir écrivain. Au départ, il y a une question de création. On crée quelque chose, on crée un bébé qui va devenir ou pas un bouquin. Et donc, pour moi, alors il y a un passage intermédiaire. Il y a l'auteur, au milieu, je vais dire, il y a le romancier. Je vais dire que aujourd'hui, je me considère parce que j'ai 4, 5, 6 bouquins comment dire, écrits ou pas tout à fait tous terminés, mais donc je vais dire que je suis en train de devenir romancier. Et puis un écrivain, bah, c'est les grands de la littérature, quoi. Hein. Les grands et les grandes, parce qu'il y a de plus en plus, il y a beaucoup de femmes et de talents. Et aujourd'hui, heureusement, on peut, y compris d'ailleurs dans les polars. Moi, la plupart de mes auteurs de polars préférés, ce sont des femmes. Eh ben voilà. Eh ben écoute, Claude, merci à toi. Avant de terminer, je vais te laisser donc le mot de la fin. Hein, donc voilà, pour terminer ce live. En tout cas, je tiens à te remercier d'être venu donc partager ton univers livresque. Donc je le rappelle hein, que tu nous as présenté ce soir donc Chromosome Philadelphie aux éditions Rédactives, qui est un témoignage émouvant sur un événement tragique qu'a traversé ta femme. En tout cas, bah voilà, j'espère qu'aujourd'hui elle va bien et en tout cas on l'embrasse très très fort. On l'a vu tout à l'heure. Et tu es aussi l'auteur d'un autre roman, La petite plage de l'horreur, où là c'est un petit thriller érotique, effectivement, que tu nous invites à découvrir. Mais vraiment, encore une fois, merci à toi. Eh ben, merci à toi évidemment pour l'accueil. C'est très sympathique. Tu sais mettre les gens à l'aise. Ça, c'est un exploit. Et puis, ben, encore une fois, merci à Maëlys, à Joël, à toutes les amies que j'ai hâte de rencontrer en vrai, parce que pour l'instant, on est un peu dans le virtuel, mais
on taquine l'espoir de faire un salon du livre ensemble, peut-être un en région PACA, peut-être un dans ma région Occitanie, mais j'ai vraiment hâte de vous voir tous et toutes en vrai et de vous faire la bise, parce qu'il paraît que maintenant on va pouvoir à nouveau recommencer les bisous. Il était temps, hein, on a été privés quand même pendant trop longtemps. Et oui, bon. Merci à tous. Merci à toi, Claude. C'est sur ces mots-là que nous allons nous quitter. Je remercie encore une fois tout le monde. Maëlys qui nous dit merci infiniment à tous les deux. Letty Deb qui nous dit merci pour cette belle interview. Bonne soirée à vous. Joël également qui nous dit merci de nous mettre à l'honneur. Florian, merci à vous en tout cas d'être là. Je rappelle et qu'on continue samedi, c'est pas terminé. On reçoit l'infographiste de Rédactive, un métier qu'on entend souvent mais qu'on ne voit pas. On regardera avec plaisir. Alexandra Père samedi. Donc vraiment merci à vous tous et à vous toutes d'être là. Claude, encore une fois, merci à toi. On se retrouve donc dès samedi. Tirage au sort à l'issue de ce live pour tenter de gagner donc ton roman. Merci à tous et on se retrouve donc ce samedi. Ciao. Merci à toi aussi, à très bientôt. Ciao, ciao.